Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette édition, la grande édition langue française. À la présentation, je suis Dissabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition avec le lancement ce jeudi du projet d'assistance juridique pour les populations qui font du commerce transfrontalier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Lancement ce jeudi également du programme Global Business Services dont l'objectif est de promouvoir les secteurs privés et de prestataires de services en rapport avec ce secteur en leur apportant de l'aide technique. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que a été lancé ce jeudi un projet d'assistance juridique pour les populations qui font du commerce transfrontalier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, notamment pour ce qui concerne les populations vulnérables qui traversent les frontières au quotidien. Les initiateurs du projet se disent plutôt optimistes pour ce qui est de la réussite malgré les relations tendues qu'on observe à ce jour entre les deux pays. De plus amples détails pour cet élément, c'est avec notre confrère Jean-Damascène Manchim. Ce projet piloté par le ministère rwandais de la Justice et des organisations non gouvernementales opérant dans la sous-région vise en premier les commerçants qui traversent les postes frontaliers de Rubavu et Rusizi au Rwanda, ainsi que de Goma et Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi un tel projet aujourd'hui? Au niveau des frontières, il y a souvent des problèmes et il peut arriver que vous avez votre locataire au Rwanda et un jour vous vous réveillez, vous trouvez qu'il n'est plus à la maison, il est parti à payer vos loyers. Et vous ne connaissez pas ce qui se passe de l'autre côté, vous ne connaissez pas les systèmes judiciaires de l'autre côté, vous ne savez pas les poursuivre. Et donc ce projet est venu pour aider les gens qui vivent le long des frontières pour résoudre ce genre de problèmes. Et c'est très important parce que c'était un projet qui était demandé par le besoin, qui était ressenti sur terrain. Et jusque-là, on voit que c'est en train de marcher très bien parce qu'on est à mesure de pouvoir aider des populations d'origine rwandaise ou de Rwandais qui ont des problèmes de droit au niveau du Congo et aussi des Congolais qui ont des problèmes de droit au niveau du Rwanda. Et le projet est vraiment en train de marcher très bien. Même si les relations entre le Rwanda et la RDC ne sont pas bon fixe actuellement, les initiateurs de ce projet affirment que cela n'entrevera en rien la bonne marche de ce projet. Il y a des tensions politiques que nous connaissons tous, mais comme on l'a dit, les communautés rwandaises et congolaises continuent à interagir, que ce soit au niveau économique, même social, et aussi les autorités locales, malgré tout, sont voués à intervenir dans les problèmes que ces communautés-là traversent. Donc nous engageons les autorités locales, que ce soit au niveau des districts ou au niveau des provinces au Congo, et nous engageons aussi les autorités nationales. Et jusqu'à maintenant, toutes ces autorités-là ont accueilli ce projet à bras ouverts. Ils savent très bien l'importance que ça peut avoir, surtout quand on ne peut pas avoir un œil de l'autre côté, de la frontière. Les relations politiques entre les deux pays sont tendues actuellement, ça c'est un fait. Mais les populations au niveau des frontières ont continué à vivre normalement. Chaque matin, des milliers de Rwandais traversent la frontière et de même beaucoup de Congolais aussi traversent la frontière. Et il se fait que les problèmes peuvent toujours exister. Et comme ce projet en fait cible les populations au niveau de base, la situation politique, c'est vrai, a une interférence par rapport à ce que nous faisons. Mais la bonne chose, c'est que quand on a discuté avec les autorités des deux côtés, que ce soit au Congo qu'au Rwanda, on a trouvé que des deux côtés, le projet est très bien accueilli.
parce que chaque pays a besoin de voir ses populations de l'autre côté de la frontière avoir de l'aide. Et c'est là la partie la plus importante et la partie la plus appréciée de ce projet. Même si ce projet vise en premier ceux qui font le commerce transfrontalier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, il ne se limite pas à ces derniers. Enfin, le projet ne se focalise pas seulement sur les gens qui font le commerce transfrontalier, même si ça fait partie bien sûr des populations que nous visons, mais il s'agit aussi de toutes les personnes vulnérables qui se déplacent au niveau des frontières. Donc ça peut être des étudiants, ça peut être des migrants, ça peut être des gens qui font le petit commerce tous les jours ou qui travaillent au Rwanda et rentrent au Congo. Donc, ce que nous faisons pour les aider, c'est que, comme l'a dit Dr Elvis, quand une personne traverse la frontière, elle est déjà vulnérable parce qu'il y a un système de support qu'elle laisse dans son pays qu'elle n'a pas peut-être de l'autre côté. Il y a aussi des défis de langue, il y a des défis de ne pas connaître les régulations, ne pas savoir vers quel mécanisme se vouer, vers quelle autorité s'adresser. Donc tout cela, c'est des choses qui peuvent parfois créer une escalation de problèmes qui pourraient être évitables. Donc le projet vient prévenir ces problèmes, cette escalation, en offrant des services gratuits, des services légaux gratuits à ces personnes-là, qui sont des milliers tous les jours à traverser nos frontières. Ce projet d'assistance juridique aux populations du Rwanda et de la République démocratique du Congo s'étendra sur une période de 4 ans. Au Rwanda seront couverts les postes frontaliers de la Corniche et Poids-Lourds dans les districts de Rubavu, ainsi que de Rusizi 1-1-2 et la frontière de Bugarama dans le district de Rusizi. Pour la République démocratique du Congo, les frontières concernées sont la Grande et la Petite Barrière à Goma, ainsi que de Rusizi 1 et 2 et de Kamanyola à Bukavu. Voilà, merci donc à Jean Damascène Manishimwe. Et puis, en ce jour, le Parlement rwandais, notamment aussi les analystes politiques, estiment que les pays africains doivent inventer leur propre mode de gouvernance au lieu de chercher toujours à construire et à bâtir sur des modèles venus d'ailleurs, notamment des pays occidentaux et non adaptés plutôt aux réalités de nos pays. C'est en tout cas une observation faite alors que le Rwanda célébrait la journée internationale pour la démocratie. Une fois de plus, j'invite Jean Damascène Manishimwe. Les artisans du panafricanisme et les analystes politiques au Rwanda ont suivi avec intérêt les discours des chefs d'État africains à la tribune de l'ONU. Ils apprécient la façon dont certains de ces dirigeants ont dénoncé l'impérialisme occidental qui compromet le développement de l'Afrique. Je pense que les Africains doivent mettre en avant d'abord les intérêts économiques, politiques et sociaux de leur pays. Ici, je fais référence au principe sacro-saint des pays occidentaux de l'alternance, de nombre de mandats, etc., qui montre que ça ne donne pas nécessairement de très bons résultats. Et on ne change pas de chef d'État parce qu'il y a 1, 2, 3 mandats. Je pense que l'essentiel, c'est le résultat. Comment le chef de l'État en place, comment les institutions en place obtiennent des résultats palpables en matière de développement économique et social. Je ne veux pas dire que le chef d'État est un monarque qui doit être président à vie, mais c'est le peuple qui choisit s'il faut ou non changer de chef d'État. Ce point de vue du sénateur Havugimana est partagé par Mme Eutali Nyirabega, députée au Parlement rwandais, qui estime que les Africains doivent avoir le courage de prendre une distance vis-à-vis des puissances coloniales et adopter ainsi une démocratie à l'africaine, puisque le modèle occidental n'a pas réussi à améliorer le sort des Africains. Et donc, quand les Occidentaux veulent imposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont... Par nature, ils ont un pouvoir normatif. Ça veut dire qu'ils mettent en place les normes qui sont la démocratie, les droits de l'homme. Et effectivement, parce que c'est
eux qui l'ont mis sur place, ils veulent que les personnes, d'autres pays, les appliquent comme ils ont pensé par leur façon. Et alors que, justement, il fallait que la démocratie soit appliquée selon les normes de chaque pays, selon ce que la population, ce que les citoyens de ce pays veulent. Et en plus, ce n'est pas un mot qui est vide, c'est un mot qui est un contenu, un sens. C'est ce que d'ailleurs on nous a dit, c'est qu'il faut vraiment les droits de l'homme, mais aussi il faut le pouvoir économique du peuple, mais il faut aussi la participation du peuple, mais il faut aussi ce que le peuple veut à un moment donné et pour le temps donné. Ces analystes sont unanimes à dire qu'en plus de parler chacun pour son pays, les Africains doivent conjuguer leurs efforts afin de faire entendre leur voix sur le plan international. Parlons énergie à présent avec la société G Bioenergy qui a présenté ce mercredi une nouvelle technologie qui sert notamment à la production des combustibles moins chers et non polluants comparativement à ce qui est d'usage au Rwanda, notamment le gaz, le bois de chauffage et au charbon de bois. Les détails, c'est avec Kassim Youssouf. La société Bioenergy indique que le combustible issu des recherches qu'elle a effectuées est à 50% moins cher que le gaz, le bois de chauffage et le charbon en bois et 85 fois moins polluant que les combustibles ordinaires. Ce combustible, c'est du charbon fabriqué à partir de la sciure et de l'enveloppe non comestible de riz et d'autres céréales. Ceux qui ont utilisé le produit de la société Bioenergy admettent qu'il est particulier. On se sert de très peu de kilos pendant la cuisson et la durée de préparation de la nourriture diminue. Il n'y a pas de fumée et celui qui l'utilise à la maison n'a pas de problème. Ce brasero m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a permis de réduire mes dépenses mensuelles en combustible. Au lieu de payer par exemple 20 000 francs pour 2 semaines, je dépense juste 7 500 francs pour un mois et plus. Et puis, même lorsque je ne suis pas là, je ne me fais pas de soucis, comme c'est le cas pour le gaz qui peut exploser et provoquer un incendie. Le ministère de l'Éducation a notamment fait valoir que cette technologie est la solution à différents problèmes qu'on rencontre dans la préparation de la nourriture des élèves. Ça va nous aider d'abord à préserver l'environnement et en tant que ministère, nous nous préoccupons de la santé des agents qui travaillent à la cuisine. Cette technologie va les aider à ne pas inhaler la fumée et les tôles ne seront plus enfumées et il y aura peu de saleté à la cuisine. Je pense que c'est aussi une solution en matière de propreté. La direction générale de GE Bioenergy indique que cette société a la capacité de faire parvenir le matériel propre à ces technologies à tous ceux qui le désirent, partout où ils sont sur toute l'étendue du territoire national. L'usine d'une capacité de production de 50 tonnes par jour est en construction ici à Kigali et nous prévoyons d'en construire d'autres dans différentes provinces. Nous aurons la capacité de production de plus de 200 tonnes par jour qui pourrait satisfaire plus de 500 établissements scolaires. Plus les gens vont adhérer à ce projet, plus d'autres usines seront construites. La première chose était d'avoir la technologie. La première usine va être opérationnelle dans un mois. Nous invitons donc les organes publics à sensibiliser les gens à adopter la technologie comme celle-ci qui préserve l'environnement. Le ministère de l'Éducation, tout comme les usines, ont un problème de combustible et ils pourraient adopter les technologies comme celle-ci qui viennent le résoudre. D'après la recherche que la société GE Bioenergy a effectuée, ce combustible peut en particulier aider des grands établissements qui se servent de combustible qui leur coûte beaucoup d'argent, notamment des établissements scolaires, des centres correctionnels,
des hôtels et des usines, un combustible à 85% non polluant et 50% moins cher que les combustibles ordinaires. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Rentrons au Parlement où le projet de loi régissant les activités de banque au Rwanda est au niveau de la Commission économique et commerciale à la Chambre des députés pour analyse approfondie. Il stipule que les institutions bancaires étrangères pourront établir leurs branches au Rwanda au lieu que celles-ci puissent être créées comme des sociétés sous tutelle d'autres banques des pays d'origine. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf. Le Rwanda a pour objectif d'être une plaque tournante des services financiers où des investisseurs dans ce domaine peuvent s'installer pour travailler ou y faire transiter des fonds, situation qui permettra au pays d'avoir une économie stable. Le secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique indique que le secteur bancaire faisant partie des services financiers nécessite aussi des réformes pour que cet objectif soit atteint. La loi à laquelle des modifications ont été apportées stipule qu'une grande institution bancaire peut s'établir dans notre pays en tant que branche. Et puis, il s'agit en fait de voir comment des personnes ayant beaucoup d'argent peuvent faire ce qu'on appelle private banking. Donc, ces personnes peuvent emmener leur argent et cette loi leur permet de travailler sans se faire des soucis. Autre chose, c'est qu'il y a des gros clients qui travaillent avec d'autres banques. Lorsque vous admettez que les branches de ces banques viennent opérer dans le pays, il leur est facile de venir parce qu'ils y trouvent la banque avec laquelle ils ont l'habitude de travailler. Ce projet de loi accorde à une banque quelconque l'autorisation de fournir des services de private banking où des personnes ayant des capitaux importants peuvent lui donner la permission de s'occuper de la gestion de leurs fonds, une autre opportunité d'investissement parce qu'ils n'attendent que le revenu issu de cette gestion. Le président de la Commission économique et commerciale à la Chambre des députés, Théogène Munyangeyo, indique que ce projet de loi est pour les citoyens une opportunité d'avoir accès aux prêts bancaires moins chers. Tout comme nous avions la branche de Kigali International Financial Center, d'autres banques peuvent intervenir et comprendre qu'il y a à Kigali un fonds financier et qu'ainsi d'autres puissent avoir l'opportunité de mettre en place une branche qui pourrait assurer la gestion des fonds d'autrui avec sécurité. Cela fait que d'autres banques ordinaires fournissent des efforts dans leur fonctionnement et dans l'augmentation du capital pour que les citoyens puissent avoir beaucoup d'argent à investir. Ce projet de loi régissant les opérations bancaires soumis à la Commission économique et commerciale à la Chambre des députés accorde à la Banque nationale du Rwanda davantage de compétences lui permettant de modifier certaines choses sur le fonctionnement d'une institution bancaire quelconque afin d'assurer la sécurité des fonds des clients, ce qui, par conséquent, inspire la confiance qu'on place en elle. Merci donc à Kassim Youssouf, mais on reste toujours au même sujet avec Teddy Kaberuka qui nous rejoint, l'économiste rwandais Teddy Kaberuka. Teddy, bonsoir, bon après-midi. Bon après-midi, ça va? Oui, Teddy, déjà, pour entrer dans le sujet, déjà dites-nous, c'est quoi l'avantage pour le citoyen lambda, le citoyen ordinaire? Qu'est-ce qu'il doit comprendre par désormais avoir de branches au lieu d'avoir des sociétés à part entière? C'est quoi la différence de manière palpable? Par exemple, pour une banque, je donne un exemple, pour une banque kenyane qu'on voit par exemple de plus en plus ici au Rwanda, au lieu de s'installer comme société à part entière, s'installer ici comme une succursale. C'est quoi la différence majeure, déjà, pour partir de là?
d'une façon plus simple à comprendre, c'est que quand tu as une banque, une branche d'une banque, ça fait partie de la banque, ce qui fait que tout le portefeuille peut être à la fois géré au niveau central ou au niveau de la branche. C'est-à-dire qu'un exemple, une banque comme Barclays, si cette banque ouvre au Rwanda, le Rwanda a la chance d'être une branche de cette banque. Ça veut dire que quel que soit le volume du crédit que le client peut avoir, il peut en avoir parce que c'est une branche d'une grande banque. Contrairement à la loi existante où chaque institution financière qui devrait venir au Rwanda devrait ouvrir comme une entité autonome, ce qui voudrait dire que une banque autonome a un capital social et la capacité d'octroi de crédit dépend de sa capacité d'investissement, de son capital propre. Alors que quand c'est une branche d'une grande banque, cette capacité est volumineuse parce qu'elle appartient à un grand groupe qui a des moyens très robustes. Ça veut dire que sur le portefeuille, l'octroi de crédit, il y a cette flexibilité de financer des gros projets, par exemple, parce qu'une branche d'une grande banque a la capacité d'aller au-delà de ses moyens au niveau du pays et toucher sur les moyens financiers de la banque ou de la maison mère, si je peux dire ainsi. Donc, pour moi, c'est une avancée qu'on vient d'avoir dans le secteur financier pour permettre aussi aux banques internationales de venir ouvrir leurs branches sans des tracasseries administratives pour commencer une société autonome. Alors que si ça fait partie de cette grande banque, que ce soit le système financier, que ce soit le système administratif, ça suit la même logique et ça facilite l'investissement. Alors, doit-on comprendre, ça c'est du côté des citoyens, mais pour quelqu'un par exemple qui veut investir au Kenya, est-ce qu'on peut estimer qu'avec ce changement-là, cette avancée, on peut par exemple avec les biens qu'on possède au Rwanda ou des biens qu'on possède au Kenya, on peut investir avec ces biens comme garantie pour ces banques sans pour autant avoir des biens nécessairement au Rwanda? Justement, quand ça devient une branche, ça veut dire que tu as cette possibilité d'utiliser le système financier élargi. Ce qui fait dire que si par exemple tu as un projet dans les différents pays où la même banque opère, ça veut dire que tu as la flexibilité aussi d'octroyer un crédit, mais aussi d'avoir un crédit en donnant comme hypothèque, quels que soient les immobiliers dont tu peux avoir dans n'importe quel pays où se trouve cette banque. Le cas typique, c'est quelqu'un qui est au Rwanda avec sa même banque qui a Je crois qu'on a perdu Teddy Kaberuka, mais tout de même, on aura donc compris ses propos. En tout cas, je crois qu'on l'a récupéré. Est-ce que Teddy est là? Oui, je vous écoute très bien. Oui, vous pouvez peut-être finir votre propos, Teddy, parce qu'on vous écoute très bien. Oui, je disais que c'est aussi bénéfique pour le client de la banque parce qu'il a la possibilité d'utiliser l'hypothèque qu'il a, que ce soit un bien immobilier ou mobilier dans n'importe quel pays, il peut servir d'hypothèque en cas de demande de crédit dans une banque. Et puis, il faut aussi dire que ça facilite le flux des capitaux, surtout les devises étrangères. Quand tu as une branche d'une banque, ça veut dire que si la même banque a besoin de devises, il peut toujours faire recours à sa banque mère et avoir le capital nécessaire pour financer le projet dans le pays. C'est vraiment un avancée qu'on vient d'avoir sur le plan réglementaire du système financier au Rwanda. Merci beaucoup pour cet éclairage, Teddy. Merci beaucoup surtout pour votre disponibilité. Merci pour l'invitation.
Alors, parlons éducation à présent, avec une éducation de qualité qui nécessite aujourd'hui une collaboration franche entre différents acteurs de la vie de l'enfant, c'est-à-dire l'école, les parents, mais aussi tous les autres partenaires plutôt dans ce secteur. Des plus amples détails, c'est avec notre confrère Nilidandi Patrick. Au cours d'une présentation des différentes réalisations en matière éducative de la Fondation Imbuto, les différents intervenants sont revenus sur l'importance d'une collaboration soutenue entre parents, enseignants en vue de soutenir l'éducation de l'enfant. Cette rencontre a visé le renforcement de l'apprentissage et les rattrapages de cours, un projet réalisé en partenariat avec l'UNICEF. Ce programme a pour objectif de renforcer la capacité d'apprentissage des enfants depuis l'école primaire, en particulier ceux ayant de mauvais résultats scolaires, afin de renforcer leurs capacités et permettre ainsi l'amélioration de leurs résultats scolaires. Le directeur général de la Fondation Imbuto a salué la collaboration des enseignants et des parents pour améliorer le processus d'apprentissage des enfants et assurer également une meilleure éducation aux élèves. Il y a deux catégories d'enfants, celui qui obtient tout le nécessaire pour sa scolarité, du point de vue matériel que humain, et un autre qui a du mal à avoir le matériel scolaire, l'affection nécessaire pour étudier dans les meilleures conditions. Notre programme s'intéresse à ces deux enfants et vise à leur fournir les suivis nécessaires, leur permettant d'améliorer les résultats scolaires. Le programme d'éducation ou de rattrapage a été lancé en 2017. Parmi ces réalisations, la formation des 1064 enseignants mentors du club d'apprentissage des divers sujets tels que la pédagogie sensible au genre, l'alphabétisation numérique et bien d'autres encore. 627 adolescents non scolarisés ont bénéficié d'un enseignement de rattrapage et d'autres activités diverses visant toutes à renforcer l'autonomisation de l'éducation des enfants. Voilà, merci donc à Nilidandi Patrick. C'est même par cet élément que nous mettons un peu final à notre édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle l'essentiel de notre édition avec l'ouverture ce lundi du projet d'assistance juridique pour les populations qui font le commerce transfrontalier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et pour les populations vulnérables. Et puis, à vous rappeler que aujourd'hui ce mercredi a été lancé le programme Global Business Services, dont l'objectif est de promouvoir aux acteurs du secteur privé et aux prestataires des services en rapport avec ce secteur de l'aide en matière technique. Merci à Madame Ouera Caritas qui chapeautait donc toutes les équipes au niveau de la régie. Merci à vous pour votre fidélité. Et moi, je vous remercie également d'avoir suivi cette édition. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.